Voici ce que les gens doivent garder à l'esprit. Tout est sous contrainte de temps. L'aide américaine n'arrive pas à temps. Elle peut arriver, ou peut-être pas. Qui sait ce qui arrivera? Mais tout ce qui a été engagé dans le cadre des 61 milliards de dollars n'a pas assez de temps. Il n'y a pas suffisamment de temps pour que cela arrive au front et fasse une différence, étant donné la disparité des forces sur le terrain en ce moment en faveur de la Russie. Il en va de même pour l'artillerie, les drones et la main-d'œuvre. Toutes ces choses sont projetées comme une aide pour l'Ukraine si l'Ukraine survit à l'année. Mais c'est un grand si. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and today Bonjour à I am tous. again joined by Nikolai. Ici Pascal des études de la neutralité. Aujourd'hui, je suis de nouveau accompagné par Nikolai Petro, professeur de sciences politiques à l'Université de Rhode Island et auteur de La tragédie de l'Ukraine, ce que la tragédie grecque classique peut nous apprendre sur le conflit. Nikolai a des liens avec la Russie et l'Ukraine et analyse leur développement politique interne depuis des décennies. Aujourd'hui, nous voulons vous mettre à jour sur les développements politiques dans les deux pays et discuter d'un article de Foreign Affairs par Samuel Charap et Sergei Rashenko. Cet article, publié il y a quelques semaines, ajoute une autre pièce au puzzle concernant le processus de paix d'Istanbul échoué en 2022. Nous explorerons également à quoi pourrait ressembler un processus de paix réaliste aujourd'hui. Nikolai, bienvenue de nouveau. Look like today. Nikolai, welcome back. Ravi de vous retrouver. Nikolai, we've recently seen, right now we're seeing... Nikolai, nous avons récemment observé des changements dans le nouveau cabinet de la Russie parce que le prochain mandat du président Vladimir Poutine a commencé et il a reconstitué le cabinet. Quelle est votre impression de la nouvelle composition? L'ancien ministre de la Défense, M. Shoigu, a été transféré au Conseil de sécurité. Nous avons un nouveau ministre de la Défense et quelques autres personnes ont changé. Cela vous a-t-il surpris ou est-ce quelque chose que vous attendiez? Did this surprise you or is this something that you expected? Non, je ne m'y attendais pas, mais ce n'est pas surprenant. Il doit y avoir une rotation à un moment donné. Si vous prenez le président Poutine au mot, alors il cherche des idées nouvelles et des personnes capables de gérer les choses différemment. Des personnes comme Shoigu et Patrushev ont leur propre façon de faire, qui ont précédé l'intervention militaire, et ils ont dû s'adapter. Au cours des 3 dernières années, alors que de nouveaux problèmes logistiques et administratifs ont émergé, il est devenu clair pour les hauts responsables qui est le mieux à même de s'adapter aux nouvelles circonstances et de proposer des solutions. La Russie a été très bonne pour faire face aux difficultés financières, par exemple. C'était un domaine totalement inexploré. Il semble qu'ils réussissent également de manière inattendue, du moins d'un point de vue occidental, à obtenir et à produire des munitions et des armements. Ce succès devait venir de quelqu'un. Je ne sais pas qui précisément, mais ce serait quelqu'un en charge de ce processus ou quelqu'un dans l'équipe avec ses idées. Personne n'aurait pu prédire les nominations spécifiques, mais on peut raisonnablement supposer que les personnes qui émergent maintenant ont contribué au succès que nous voyons. Cela inclut la préparation russe pour le conflit, sa capacité à faire face aux sanctions et le succès sur le champ de bataille en ce moment. Donc, je suppose que les changements au sommet seront accompagnés par l'arrivée de nouvelles personnes à des niveaux intermédiaires et inférieurs également. Lorsque les gens se transfèrent, surtout dans des systèmes politiques fortement organisés et centralisés comme ceux de l'Ukraine, de la Russie et de la Biélorussie, ils ont tendance à se déplacer en cohortes. Ainsi, une nouvelle équipe prend place
et les personnes associées à l'équipe de l'ancien responsable sont réaffectées et se déplacent ailleurs. Je pense que c'est ce que nous voyons. Il est intéressant que ces mouvements soient effectués maintenant, parce que certaines personnes regardent les développements près de Kharkov, au nord de Kharkov, et disent qu'une nouvelle offensive est en cours. A new offensive. There's a northern offensive underway. If that were true, this would be an Si c'était vrai, ce serait une démarche inhabituelle, car comme le dit un vieux proverbe russe, on ne change pas de cheval au milieu du gué. En d'autres termes, nous sommes en plein milieu d'une offensive. Pourquoi changer de dirigeant et de style de gestion maintenant? Donc soit ce n'est pas l'offensive principale et elle est encore en préparation, soit cette transition est en cours depuis bien plus longtemps, a déjà été planifiée et réfléchie, et maintenant ce n'est que la cerise sur le gâteau. Il y a des arguments pour les deux côtés. It's simply the icing on the cake. There's arguments for both sides. Maybe the latter makes sense because, Peut-être que cette dernière hypothèse a du sens, car il est rare dans n'importe quelle administration, y compris une administration américaine, de proposer une multitude de nouveaux noms dans les jours qui suivent une investiture. Il y aurait trop de luttes politiques internes. Donc, si nous considérons l'équipe de Poutine comme celle qui gère le système dans son ensemble, peut-être qu'elle est plus large et mieux connectée que nous le pensons. Cela en ferait un adversaire plus redoutable, car remplacer une personne ne compromettrait pas sa capacité à mener des politiques. Il pourrait s'agir d'un système politique plus profond que ce que la plupart des gens en Occident lui attribuent. political system than most people in the West give it credit for. Yeah, I mean, the most. Oui, je veux dire, la vision la plus superficielle est que Vladimir Poutine gère tout. Et s'il disparaissait, alors toute la Russie s'effondrerait. Mais nous savons que ce n'est pas vrai. Nous apprenons qu'il y a des figures clés à des niveaux inférieurs que nous n'avions peut-être pas vues auparavant, et elles sont maintenant mises en avant. La question que j'ai à propos du ministère de la Défense est la suivante. Le poste le plus élevé est principalement occupé par un civil. M. Shoigu était un civil, et le nouveau venu, dont j'ai oublié le nom, est également un civil. C'est plutôt un gestionnaire, en fait. I forgot his name. He's also a civilian. He's Belousov. Belousov. He's more of a manager actually. Yeah. And below, the military seems to be En dessous, l'armée semble fonctionner comme avant, ce qui contraste fortement avec ce qui s'est passé en Ukraine il y a 2 ou 3 mois, lorsque le général en chef, Zaluzhny, a été remplacé. was replaced, Replaced by right? Syrskyi, yeah. And those changes are continuing. Oui, et ces changements se poursuivent au niveau des commandants régionaux et des postes similaires. Ces personnes sont secouées. Cela semble être beaucoup plus désorganisé en Ukraine. Une raison à cela est qu'il semble manquer de personnel supérieur. Ou peut-être qu'ils ont suffisamment de personnel supérieur, mais le problème se pose lorsqu'il faut déployer des forces sur le terrain. Nous entendons maintenant un nombre infini de rapports provenant de sources occidentales, y compris de nombreux journaux britanniques. El País, le journal espagnol, a également publié un article ces derniers jours. Il y a de nombreux rapports sur des commandants locaux désobéissant aux ordres, incapables de remplir les ordres, ou simplement les interprétant de différentes manières parce qu'ils pensent mieux savoir sur le terrain et qu'ils n'ont pas le personnel. Ways because they think they know better on the ground, and they don't have the staff. There's nothing that logistically. Il n'y a rien que le commandement central puisse fournir logistiquement pour leur donner confiance dans le résultat. Récemment, j'ai entendu et lu des remarques intéressantes sur la situation dans les villages au nord de Kharkiv. Il n'y avait aucune défense mise en place et ils ont été complètement pris par surprise. Les Russes sont simplement entrés, comme l'a dit l'un des commandants locaux. Des millions de hryvnias ont été alloués l'année dernière pour la construction d'une structure défensive, mais elle n'a pas été construite. Donc c'est un autre scandale de corruption. Je devrais également souligner que Shoigu a récemment été impliqué dans un scandale de corruption
avec l'un de ses proches associés qui est sous enquête. Cela a peut-être joué un rôle, bien que je ne sache pas à quel point c'était significatif. En Ukraine, Paitu Talthen Broward. Again, are without number anymore. And they always seem to come up when... Ils semblent toujours surgir lorsqu'il y a un échec ou une percée potentielle au front. Cela est particulièrement regrettable pour l'Ukraine, car cela sape non seulement le problème d'avoir des forces suffisantes sur le terrain et des ressources, mais aussi la question de la démoralisation dans les rangs. Les gens commencent à remettre en question la capacité des forces armées ukrainiennes à résister. Personne ne doute de l'héroïsme individuel des troupes. Mais, en tant que force militaire organisée, de nombreuses questions sont de plus en plus soulevées dans la presse ukrainienne. Par là, je veux dire les blogs et autres sources en dehors de la presse contrôlée par l'État. Il y a beaucoup de critiques là-bas, et cela se répercute également dans les comptes rendus de la presse occidentale. This is also leaking through to Western press accounts. The one thing that struck me about Mr. Putin's interview... Ce qui m'a frappé dans l'interview de M. Poutine avec M. Carlson, c'est que même M. Poutine semblait faire allusion à l'héroïsme des Ukrainiens. Il les a essentiellement loués en tant que Russes, disant qu'ils ne cessent de se battre. Mais c'est pourquoi c'est une telle tragédie, comme vous le soulignez dans votre livre, que ces deux systèmes soient opposés l'un à l'autre. Si j'étais un commandant local en Ukraine, j'aurais certainement une très forte incitation à désobéir aux ordres si je savais que les plans mèneraient à une situation impossible sur le terrain. Nous voyons qu'il n'y a pas assez de personnes, n'est-ce pas? Because we're seeing it's not enough people, right? So, well, yeah. And that's one of the scary... Et c'est l'une des choses inquiétantes. Lorsque vous êtes analyste et que vous essayez de comprendre ce qui se passe, vous avez tendance à vous concentrer sur les détails. Combien de personnes y a-t-il? Combien d'armes sont déployées? Quel est le chiffre réel des ressources qui vont être dépensées? Sur quelle période? Tous ces points de données peuvent être utilisés pour extrapoler. Il n'est pas particulièrement utile qu'un analyste ou un professeur comme moi résume tout cela et l'interprète pour vous, car vous ne savez pas quelles informations j'ai ou n'ai pas. Donc si vous voulez avoir une analyse informée, vous essayez de trouver autant d'informations concrètes que possible. Même si elles sont contradictoires, vous pouvez au moins dire, eh bien, un côté dit ceci, un côté dit cela. You can at least say, well, one side says this, one side says that. Those are parameters. Those are bookends, if you will, and... Ce sont des paramètres. Ce sont des bornes, si vous voulez. Et ensuite, vous pouvez estimer laquelle de ces interprétations est plus proche de la réalité. Une des choses que j'ai remarquées est l'absence totale de toute indication dans les sources publiées que j'ai pu trouver sur le nombre précis de personnes que la mobilisation en cours pour l'Ukraine devrait produire. En d'autres termes, combien de personnes ils s'attendent réellement à avoir sur le front après quelques semaines ou mois d'entraînement? En conséquence de cette mobilisation supplémentaire, que je suppose être la dernière mobilisation qu'ils pourront accomplir, étant donné qu'ils ont maintenant changé l'âge pour inclure un bassin de personnes plus large, nous n'avons pas ce chiffre. Nous n'avons aucun chiffre anticipé. We don't have that number. We don't have any anticipated number. We don't have even a potential number from which... Nous n'avons même pas de chiffre potentiel à partir duquel extrapoler combien de personnes pourraient réellement se retrouver en première ligne. Ainsi, vous obtenez les interprétations les plus variées et les plus bizarres. J'ai lu M. Watkins, je crois, dans Foreign Affairs. Il est à l'Institut royal des études stratégiques. Il affirme simplement qu'il n'est pas vrai qu'il y ait une pénurie de main-d'œuvre en Ukraine. Il prétend qu'il y a des millions de personnes potentielles qui pourraient combattre, ce qui est très surprenant. Même si vous regardez un graphique démographique, le nombre atteint à peine un demi-million. Même en ajoutant la nouvelle cohorte d'âge de 25 à 27 ans au pool existant. Je n'imagine pas qu'il y ait beaucoup plus à extraire du pool existant,
car ils combattent depuis 3 ans. From the existing pool because they've been fighting for 3 years. And if they haven't already left the country, they found other ways. S'ils n'ont pas déjà quitté le pays, ils ont trouvé d'autres moyens de se cacher ou d'éviter d'être enrôlés. La cohorte existante est bien entraînée à cela. Le nombre de nouvelles recrues qui pourraient être ajoutées est possiblement d'environ 500 000, et cela en comptant tout le monde qui pourrait être inclus. Le problème est que vous ne pourriez atteindre des millions que si vous incluez les quelques 10 millions d'Ukrainiens qui sont en Europe de l'Ouest en tant que réfugiés. Mais ils ne veulent clairement pas revenir. Personne ne prétend qu'ils ont un quelconque intérêt à revenir ou à rejoindre le combat. Donc, l'attente qu'un grand nombre de personnes soient mobilisées à la suite de cette expansion de la cohorte potentielle me semble être une fantaisie qui ne devrait être entretenue par personne de connaisseur. Strikes me as a fantasy that should not be entertained by anybody knowledgeable. But we have seen that about 2 weeks ago. Mais nous avons vu cela il y a environ 2 semaines. Il y avait des rapports selon lesquels l'Ukraine ne fournit plus de soutien consulaire aux ressortissants ukrainiens masculins à l'étranger qui sont en âge de combattre. Ils ne renouvelleront pas leur passeport. Il y a eu toute une discussion sur Twitter où des responsables ukrainiens ont déclaré « Si vous ne voulez pas servir votre pays, alors vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre pays vous serve. » Je ne sais même pas si cela est légal en vertu du droit international. Nous voyons également le ministre des Affaires étrangères estonien dire que nous devrions les renvoyer. Ce sont vraiment des choses horribles. Je n'arrive pas à y croire. Things. I can't believe it. Well, and Eh bien, à ce stade, il est inconcevable que l'UNCIME décide de déporter de force des personnes dans une zone de guerre où elles seraient contraintes de se battre contre leur gré. Les envoyer dans une zone où leur vie serait clairement en danger violerait tous les principes fondamentaux de l'UNMIRBIA. Je ne dis pas que c'est impossible, étant donné ce que nous avons vu, mais ce serait un changement radical. Comme vous le soulignez, le vice-ministre polonais et certains responsables du gouvernement estonien ont déclaré qu'ils aimeraient encourager les Ukrainiens à retourner chez eux. Cela peut se faire de différentes manières, comme le retrait du soutien local, la suppression de l'aide financière et d'autres mesures dans le pays d'accueil, les forçant effectivement à partir. to flee from there. I don't think they would necessarily go back to Ukraine. I think that would be their last choice. Je ne pense pas qu'ils retourneraient nécessairement en Ukraine. Je pense que ce serait leur dernier choix. Ils pourraient aller dans une variété d'autres pays qui seraient plus accueillants. La Hongrie a déjà dit qu'elle ne déporterait personne d'Ukraine qui ne veut pas y retourner. D'après ce que je comprends de la pensée actuelle de l'UBE, une sorte de politique à l'échelle du bloc devra être décidée. Si c'est le cas, nous savons que la Slovaquie, la Hongrie et peut-être maintenant la Croatie, ainsi que d'autres pays, insisteront pour que les préoccupations humanitaires priment sur le désir de renvoyer plus d'Ukrainiens mourir au front. Ce serait une violation inadmissible des lois européennes sur les droits de l'homme. An unconscionable violation of EU human rights laws. So I think we're quite a ways from having any Donc je pense que nous sommes encore loin d'avoir une politique systématique à cet égard. Voici ce que les gens doivent garder à l'esprit. Tout est sous contrainte de temps. L'aide américaine n'arrive pas à temps. Elle peut arriver, ou peut-être pas. Qui sait ce qui arrivera? Mais quoi qu'il en soit, ce qui a été engagé, ostensiblement dans le cadre du passage des 61 milliards de dollars, n'a pas suffisamment de temps pour atteindre le front de manière à faire une différence, étant donné la disparité des forces sur le terrain en ce moment en faveur de la Russie. Il en va de même pour l'artillerie, les drones et la main-d'œuvre. Toutes ces choses sont projetées comme une assistance pour l'Ukraine si elle survit à l'année. as assistance if Ukraine survives the year. But that's a big if. And Mais c'est un grand si.
Les arguments que j'ai vus récemment de Victoria Nuland et du professeur d'histoire de Yale, Timothy Snyder, sont particulièrement faibles et vides concernant la manière dont l'Ukraine est censée survivre à son manque de ressources dans tous les domaines, y compris la main-d'œuvre, pour les 6 prochains mois. Au lieu de cela, tout est présenté comme « Eh bien, nous avons pris un engagement. Nous savons qu'ils sont courageux. Ils tiendront bon. Et une fois qu'ils auront tenu bon pendant 6 mois, les ressources dont ils ont besoin commenceront à affluer. Ensuite, nous organiserons en quelque sorte une contre-offensive basée sur ces nouvelles ressources. Mais il est extrêmement improbable que la situation sur le terrain soit la même dans 6 mois qu'elle ne l'est maintenant. In 6 months that they are now. Right, but this is absolutely. Mais c'est tout à fait raisonnable, je pense. Ce que je me demande cependant, c'est, vous avez parlé de ce qui est important lors de l'analyse politique. Une autre chose, en plus de bien comprendre les détails et les paramètres, est de regarder également les objectifs stratégiques. C'est quelque chose que, surtout en Occident, personne ne semble faire sérieusement, du moins pas dans le discours public ou dans une grande partie des médias. Les Russes l'ont très clairement indiqué. Des personnes comme Alexander Mercouris et d'autres à The Duran ont analysé cela correctement, à mon avis. Les Russes ont dit qu'ils ne sont pas intéressés par les terres. The Russians have said they are not about land. The land is not the issue. In the east, La terre n'est pas le problème. À l'est, elle l'est. Pendant 8 ans, la Russie ne voulait pas des républiques du Donbass à l'intérieur de la Russie. Ils ont changé cette stratégie. Maintenant, cela doit faire partie de la Russie. C'est clair. Mais l'ouest de l'Ukraine n'est pas un objectif stratégique à incorporer dans la Russie ou à gouverner eux-mêmes. Ils l'ont dit plusieurs fois. L'objectif stratégique est de s'assurer que l'Ukraine ne devienne pas un bastion contre la Russie et qu'elle ne pose pas de menaces. Ils ont épuisé les forces ukrainiennes et détruit l'équipement de l'OTAN. right? They've been destroying Right, NATO right. equipment. The one as thing a I would strategic add to that is that La seule chose que j'ajouterais à cela, ce sont les avancées positionnelles des forces russes que nous avons vues jusqu'à présent. Au-delà des frontières territoriales des 4 régions maintenant majoritairement sous contrôle russe, une fois cette frontière atteinte, je pense que la Russie vise à créer une zone tampon. La création d'une zone tampon présente plusieurs avantages. L'un d'eux est qu'elle repousse la distance que les forces ukrainiennes, en particulier les drones et l'artillerie volante, doivent surmonter pour atteindre Belgorod et d'autres cibles russes, tant à l'intérieur de la Russie qu'au Donbass. targets especially inside Russia, but also in Donbass. So it pushes that back, but it also Donc cela repousse cela, mais cela sert aussi, ou pourrait servir, de monnaie d'échange en cas de négociation. Clairement, la Russie détenant l'avantage militaire n'a aucun intérêt à céder du territoire. Cependant, elle pourrait céder une partie d'une zone tampon en échange de garanties de sécurité ou d'une responsabilité partagée pour une zone tampon. En d'autres termes, les négociations de sécurité ne porteraient pas sur les régions de l'Ukraine occupées par la Russie. Au lieu de cela, elles se concentreraient sur la quantité de territoire ukrainien supplémentaire qui sera ou ne sera pas incluse dans une zone tampon. how much additional Ukrainian territory will or will not be in a buffer zone. That seems to me perfectly logical and I think would be the strategy. Cela semble parfaitement logique et serait la stratégie à ce jour. Bien sûr, la manière dont cela se déroule dépend de la vitesse et de la profondeur des avancées russes qui pourraient se produire dans de nombreuses zones différentes. Cela semble se produire à plusieurs points le long du front. Maintenant, ils ont ouvert le front nord, mais ce n'est pas la fin. Il y a plus de régions à l'ouest, jusqu'à la Biélorussie, sans nécessairement inclure la Biélorussie. Il y a d'autres régions de la frontière où une offensive pourrait lancer, ce qui détournerait les forces de la défense de la zone centrale. Away from the defense of the central area. Yeah, but that's where I wonder. Like, let's say if Oui, mais c'est là que je me pose des questions. Disons que l'armée ukrainienne s'effondre et que de grandes parties se retirent de manière ordonnée ou désordonnée.
Cela n'ouvrirait-il pas un autre problème pour la Russie? Que ferait-il de ces étendues de terre qui sont maintenant essentiellement ouvertes? Pensez-vous qu'ils ont ce qu'il faut pour occuper cette terre, ce qui serait un handicap stratégique pour eux? Une zone tampon, oui, mais il y a des limites à ce qu'ils pourraient faire à l'ouest. What they would be able to do in the West. We don't know what Russia. Nous ne savons pas quel est l'objectif stratégique idéal de la Russie pour ces zones. Essentiellement la zone à l'ouest des territoires qu'elle contrôle actuellement, jusqu'au fleuve Dniepr et jusqu'à Kiev. Il y a différents arguments à ce sujet. John Mearsheimer pense qu'il serait logique de faire pression sur ces territoires et peut-être de les occuper afin de pousser pour un règlement négocié ou un cessez-le-feu avec le gouvernement ukrainien. Negotiated settlement or a ceasefire with the Ukrainian government. That it would have to be, I think, then a very serious collapse. Il faudrait, je pense, un effondrement très sérieux. Même dans un effondrement sérieux des lignes de front et une retraite désorganisée, il semble y avoir très peu de raisons pour que la Russie fasse autre chose que d'encercler et non d'envahir et de prendre le contrôle de toutes grandes villes comme Kharkov, Dnipro ou Odessa. Le potentiel de combat de rue, le coût élevé de ceux-ci et la destruction des villes, qui tomberaient vraisemblablement aux mains de la Russie et deviendraient alors leur responsabilité à reconstruire, semblent tous prohibitivement élevés. Donc je ne suis pas un stratège militaire, mais je pense que la Russie avancera avec prudence dans chaque zone où elle progresse. With caution in every area that it advances. The objective being not to gain territory, but to break. L'objectif n'est pas de gagner du territoire, mais de briser le moral des forces adverses. À ce moment-là, on peut décider exactement jusqu'où avancer. La pression psychologique se déplace alors vers la défense pour expliquer comment elle va sortir de cette situation et où la nouvelle ligne de défense sera tracée. Ce sont tous d'énormes problèmes psychologiques pour le gouvernement ukrainien s'il y a une percée dans les lignes, entraînant l'encerclement, la reddition ou le anéantissement d'un grand nombre de forces ukrainiennes. Annihilation of large numbers of forces, of Ukrainian forces.